Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir ces trois personnes. Je pense qu'on va avoir des points de vue tranchés. La règle du jeu, ça va être 10 minutes maximum d'intervention liminaire, quelques éléments sous forme de graphique et de transparent seront exposés de chacun des intervenants, pour l'occasion de pouvoir réagir à ce que chacun d'entre eux a dit, et puis ensuite, tout de suite, on prendra des questions et des réflexions de la salle. Alors, il faut garder les échanges le plus possible, essayer d'être direct et de ne pas financer une longue conversation, mais aussi aux gens qui sont présents à la tribune, le fait d'être actuel ne nous donne pas le droit de parler sans fin. Et donc, tout de suite, d'ailleurs, on va appliquer nous-mêmes cette règle. Pierre, si tu veux bien commencer. Merci. Merci de m'inviter à discuter de ces sujets de ton travail qui sont effectivement très importants. J'aurais voulu simplement donner quelques éléments pour cadrer le sujet. Je vais préparer quelques transparents, en fait, qui sont là. Donc, tout simplement... Oui, quand on parle du temps de travail, je pense que, surtout en France, on a cette idée selon laquelle il y a une raréfaction des emplois. Et que face à cette raréfaction des emplois, il faut travailler moins. Et donc, il faut choisir son temps de travail sous contrainte. On va vivre dans un monde dans lequel, face à la raréfaction des emplois, il faudra nécessairement qu'on travaille moins. Je voudrais vous convaincre du fait que l'histoire est un peu différente. Premier point, il n'y a pas de raréfaction des emplois dans les pays de l'OCDE en moyenne. C'est un point qui est important. Il y a de plus en plus d'emplois. Nous vivons aujourd'hui dans une période dans laquelle les taux de chômage sont extrêmement faibles. Dans les pays de l'OCDE, 5% en moyenne. Nos voisins, Royaume-Uni, 3,9% de taux de chômage. Allemagne, 4%. Enfin, sur des taux de chômage qui sont très faibles, avec quelques exceptions dans les pays de l'OCDE, dont la France est en partie, mais ce n'est pas le plus mauvais élève. Simplement, je voulais montrer sur ce graphique le fait que le taux d'emploi sur longue période, de 90, donc les années 90, 2000, 2010, 2017, donc les taux d'emploi sont les personnes, le pourcentage de personnes en emploi, ici la gridage de 15-65 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, vous voyez, les taux d'emploi ont tendance à croître dans de très nombreux pays sur une longue période. Donc il y a de plus en plus de personnes en emploi en proportion de la population de nombreux pays. C'est une tendance générale, en moyenne, dans les pays OCDE, le taux d'emploi a tendance à augmenter, comme les populations augmentent aussi, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus d'emplois. C'est lié en grande partie à l'augmentation du taux d'emploi des seniors, en fait, tendance depuis la fin des années 90. Donc il y a, de facto, de plus en plus d'emplois, et rapporté à la population, il y a aussi une proportion d'emplois plus importante. Donc cette idée selon laquelle il y aurait une raréfaction des emplois qui nous pousserait à travailler moins, c'est pas une histoire qui semble convaincante au regard simplement de l'histoire passée. Il est possible que dans le futur les choses se fassent différemment, mais au vu de l'évolution sur les dernières décennies, ce n'est pas du tout le fait stylisé auquel on observe. Alors en revanche, ce qui est vraiment frappant, c'est que nous travaillons de moins en moins, c'est-à-dire que les personnes qui sont en emploi travaillent de moins en moins. Elles travaillent de moins en moins. Sur ce graphique, je vais sélectionner certains pays. La Suisse, le Royaume-Uni, un pays riche, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, la France, etc. Les Pays-Bas, ce qui est frappant, c'est que, en très longue période, depuis la fin du 19e siècle, 1870, jusqu'en 2000, la tendance continue. Il y a les heures hebdomadaires des personnes qui travaillent à plein temps. Donc ici, le sujet n'est pas le fait qu'il y ait de plus en plus de temps partiel, ce qui est le cas aussi, qui a tendance à accentuer cette tendance à la baisse. Mais on voit que pour les personnes qui travaillent à plein temps, il y a une baisse tendancielle de la durée du travail qui est similaire en fait dans des pays qui ont des législations extrêmement différentes. Donc, et ça c'est lié au fait que lorsque on est plus riche, on a plus de temps on décide en général de consacrer plus de temps au loisir. Tout ça s'accompagne évidemment par des législations qui s'adaptent de manière exactement similaire dans tous les pays, mais en tout cas, on observe à terme une tendance commune qui est très liée à l'enrichissement, à l'amélioration de la productivité. Donc l'amélioration de la productivité, en fait, elle se traduit non pas par une raréfaction des emplois, historiquement, mais elle se traduit par le fait que eh bien, les personnes qui
ont une productivité plus élevée, ont des revenus plus élevés et en général en profitent entre guillemets pour travailler moins, simplement pour consacrer plus de temps à faire autre chose qu'à travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe de manière systématique, à la fois en tendance temporelle, mais aussi lorsqu'on regarde ce qui se passe entre différents pays. On s'aperçoit que les habitants des pays riches travaillent moins que les habitants des pays pauvres. Là, ici, je souhaite des données, sont des données assez récentes et assez intéressantes qui viennent d'être publiées par cette équipe de chercheurs, dont vous pouvez trouver les données d'ailleurs sur la page web de ces chercheurs, qui ont utilisé des enquêtes de très nombreux pays, qui ont essayé d'harmoniser les durées du travail pour se dire compte des différences de réglementation, du fait qu'il y a dans certains pays, il y a plus de jours de congés payés que dans d'autres, qu'il y a des durées de vacances qui ne sont pas les mêmes, etc. Donc, de manière à pouvoir faire des comparaisons internationales assez précises. Ces données concernent donc la durée du travail de personnes de différents âges. Ici, donc, il y a le nombre d'heures par semaine travaillées de l'ensemble des personnes qui ont 25 ans, qui ont par exemple 25 ans, dans les pays à haut revenu, à revenu moyen et à bas revenu. Ce qui est frappant, c'est que donc, ici sur les heures par semaine de l'ensemble des personnes qui travaillent et qui ne travaillent pas. C'est en moyenne, une personne de 40 ans, en moyenne, travaille ici moins de 30 heures par semaine. Non, pas du tout. L'organisation, j'ai vu ça avec Nicolas, ça devait être pris déjà. Et dans les pays riches. Donc ce que vous voyez, c'est que il y a une durée du travail plus faible, on travaille moins dans les pays riches, surtout d'ailleurs aux âges plus avancés, simplement parce qu'il y a des régimes de retraite qui sont bien plus généreux, bien mieux financés, très bonne chose bien heureusement. Et donc on s'aperçoit que finalement, des gains de revenus supplémentaires, ça se traduit essentiellement, non pas par une raréfaction des emplois, une productivité plus élevée, ça se traduit par le fait que tendanciellement, on en profite pour garder plus de temps libre et donc pour aménager sa vie différente. Alors ça veut dire simplement que effectivement, au fur et à mesure où la productivité croît, on a plus d'opportunités de choisir son temps de travail. C'est quelque chose qui est vraiment frappant dans l'évolution de la durée de travail de l'ensemble des pays. On regarde les choses en couple, c'est-à-dire à un moment donné, ou alors sur très long terme. Donc c'est un fait extrêmement marquant, extrêmement fort, dont il faut tenir compte pour penser l'évolution de nos sociétés. Ceci étant, je voudrais quand même souligner que la baisse de la durée du travail, l'évolution de la durée du travail, elle conditionne évidemment aussi le revenu par habitant, c'est-à-dire que les pays qui décident de travailler moins, par exemple en avançant l'âge de la retraite ou en ayant des taux d'activité plus faibles pour les femmes, eh bien, en général, ont des revenus, je vous ai parlé, qui sont plus élevés. Et je voudrais vous signaler ici une expérience intéressante, qui est l'expérience de l'Allemagne, depuis une vingtaine d'années. Le PIB par habitant a augmenté d'à peu près par rapport à la France en une dizaine d'années de plus de 5 000 euros par habitant, à peu près 5 000 euros, c'est-à-dire que par habitant. En début des années 2000, le PIB par habitant entre la France et l'Allemagne est presque identique, un peu plus élevé pour l'Allemagne, et aujourd'hui il est d'un peu plus de 5 000 euros plus élevé en Allemagne. Donc il y a une énorme augmentation du PIB par habitant en Allemagne par rapport à la France sur les 15 dernières années, ce qui est très lié d'ailleurs à la réforme sur le marché du travail, et on le voit très bien ici, on voit très bien que c'est lié à une explosion de la durée du travail moyenne par personne en Allemagne. Donc, sur ce graphique, qui est encore un graphique issu des données des mêmes auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il est à la durée annuelle du travail par personne, en moyenne, toutes les personnes de 0 à 99 ans, enfin, je ne sais pas quelle est la durée maximale de la vie en Allemagne et en France, enfin, toutes les personnes vivantes, il y a la durée annuelle du travail, donc voilà. Et donc en France, c'est autour de 1000, vous voyez, de 1000 heures par an, alors qu'en Allemagne, on était au même niveau. Et il y a eu une augmentation extrêmement importante qui s'est traduite simplement par une augmentation du revenu moyen par habitant de manière très importante. Donc, je voulais insister sur ce point parce que je pense qu'effectivement, l'augmentation du revenu par habitant, la productivité peut se traduire par une augmentation du revenu par habitant et peut conduire à aménager, mieux choisir le temps de travail. Ceci étant, il y a des contraintes, il y a évidemment une relation entre le temps qu'on passe à travailler et l'évolution du revenu par habitant. Et de ce point de vue, l'évolution différenciée de la France et l'Allemagne sur les 15 dernières années est frappante du fait que c'est un point extrêmement important. Donc dans ce contexte, comment choisir son temps de travail? Je pense qu'il faut être conscient du fait qu'il y a des arbitrages.
et fait que différents types de populations ont des contraintes différentes. Par exemple, nous avons choisi en France d'aménager le temps de travail en décidant d'avoir un âge de départ à la retraite relativement avancé. On peut se poser la question, c'est coûteux évidemment pour l'ensemble de la production, on produit moins si on travaille moins longtemps, l'exemple de l'Allemagne de ce point de vue-là est très frappant, et on peut se poser la question de savoir si finalement il n'y a pas d'autres catégories de population, je pense aux femmes par exemple, qui sont très contraintes, beaucoup plus contraintes dans leur emploi du temps lorsqu'elles ont des enfants, si les choix de société ne doivent pas se poser de manière un peu globale, en se disant effectivement, nous sommes de plus en plus riches, nous pouvons choisir notre travail de manière, notre temps de travail de manière beaucoup plus, on a beaucoup plus de liberté pour le faire, il faut choisir, je pense, quelles sont pour qui aménager ces espaces de liberté, pour quel type de population, les femmes versus les seniors par exemple, et donc, je vais passer la parole aux personnes qui suivent sur ce point, parce que je pense que c'est des sujets que vous voulez aborder, sur lesquels on pourra revenir, puisqu'on voit qu'il y a des choix de société à faire. Ces choix, on ne les fait pas toujours de manière très consciente, parce qu'il y a des choix politiques qui ne sont pas toujours discutés, avec cette idée selon laquelle il y a des arbitrages. Je pense qu'il serait intéressant de discuter de ces arbitrages. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Effectivement, un certain nombre de questions qui intéressantes. Et donc, il y a aussi effectivement ce cœur du sujet, la question du choix du temps de travail. Dans les évolutions du temps de travail, il y a des certain nombre d'individus qui choisissent leur temps de travail, il y en a d'autres qui subissent aussi, par exemple, par le français. Indirectement subi quand il s'agit des femmes qui, pour pouvoir combiner vie professionnelle et vie familiale, doivent refuser des emplois avec des horaires trop complexes. Donc il y a vraiment cette question à la fois de quel temps de travail, mais aussi de quels sont les choix que les individus peuvent faire et comment ça se traduit ensuite effectivement sur les inégalités. Puisque tu l'as rappelé, et je pense que c'est important, il y a un lien entre le temps de travail et la rémunération, évidemment, et il est rare de pouvoir oublier ce lien. Je passe encore la quatrième chose. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, moi, juste pour introduire moi, à la Confédération, j'ai en charge les questions globalement du travail. Et dans cette responsabilité, il y a la question du temps de travail dedans. Alors pourquoi je fais cette introduction-là? Tout simplement pour dire que quand on parle de choisir son temps de travail, il y a un lien fort avec la question globalement du travail et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question du travail, à la fois en termes de contenu, à la fois en termes de marge de manœuvre que l'on peut avoir au travail ou pas, et qui renvoie en particulier à la question des femmes, mais pas que, et puis la question des collectifs de travail, etc. Alors, bien évidemment, pour notre organisation syndicale, vous n'êtes pas sans savoir que la réduction du temps de travail, la RTC, je vais le dire comme ça, a été une revendication phare de notre organisation qu'on a portée très largement. Et derrière cet acronyme RTT, on peut le voir de deux manières. Communément, on entend que RTT, réduction du temps de travail. Or, initialement, on entendait ARTT, aménagement et réduction du temps de travail. Donc tout ça pour revenir au lien fort qu'il y a entre non seulement travail et temps de travail. Donc dans les années 2000, à l'époque en fait des 35 heures, il faut rappeler que l'objectif de notre organisation en particulier, c'était de réduire le temps de travail pour pouvoir partager le travail. Et derrière cette appellation travail, c'était en fait les emplois. Il y avait bien évidemment un chômage important qui malheureusement n'a pas décru comme tout le monde le souhaitait depuis. Donc il y avait un véritable choix de société de partage du temps de travail pour pouvoir partager le travail au sens de travail entendu, au sens de emploi. Mais dans l'organisation, derrière cette revendication phare, il y avait aussi déjà la question de s'attaquer au travail et notamment à l'organisation du travail pour, à un moment donné, revoir les questions d'organisation du travail pour libérer les marges de manœuvre possibles pour pouvoir, à un moment donné, choisir, entre guillemets, son temps de travail.
Donc ces choix de société, ils ont été initialement faits à cette époque-là au travers d'une vision collective de la réduction du temps de travail. C'est passé non seulement par la loi, mais bien évidemment aussi par des accords d'entreprise, des accords de branches professionnelles, donc au niveau des secteurs d'activité. Donc je dirais que le choix du temps de travail, il était vu vraiment d'un point de vue quantitatif avec cet objectif de réduction du chômage, et puis collectif. C'était vraiment des choix collectifs qui passaient par le dialogue social. Au final, on s'est rendu compte que la question de l'aménagement du temps de travail, la façon d'aborder la question de l'organisation du travail, etc., a été relativement peu abordée, et on arrive en particulier à des questions d'intensification du travail dans un certain nombre d'endroits. Depuis donc, les années 2000, le contexte bien évidemment a changé. Malheureusement, le taux de chômage est toujours le même, mais depuis, il y a des évolutions du travail qui sont apparues, le travail change, le travail se modifie. Il y a eu tout un aménagement aussi des temps de travail qui a pu se faire au travers des mesures telles que le télétravail, telles que le droit à la connexion, etc., qui a permis une meilleure articulation des temps qui se faisait, in fine, c'était l'articulation des temps, la gestion quotidienne, hebdomadaire, on choisissait, entre guillemets, ces temps dans cette temporalité quotidienne ou hebdomadaire par le biais de ces dispositifs-là qui existaient. Depuis, donc, le travail a évolué, et surtout, il y a des aspirations différentes, des besoins de l'individu en particulier qui ont changé et auxquels il faut répondre. Force est de constater, par exemple, que les parcours professionnels, les parcours de vie ne sont plus les mêmes. On passe effectivement beaucoup plus de temps pour le loisir, la réduction du temps de travail a permis ça, mais on passe aussi beaucoup plus de temps en études, par exemple. Donc ça, c'est un élément important aussi à avoir. On commence globalement la vie professionnelle beaucoup plus tard, et puis on a des besoins, des aspirations qui sont différents. On peut avoir des parcours professionnels hachés avec des périodes de chômage. On peut aussi avoir des besoins de se reconvertir, de faire de la formation professionnelle, etc. En tout cas, tout à chacun maintenant n'envisage d'ailleurs même plus de passer toute sa vie, 30 ans, dans la même société, etc. Donc il y a une question de mobilité professionnelle qui est beaucoup plus importante, et mobilité professionnelle qu'il faut encadrer. À côté de ça, bien évidemment, il y a des aspirations personnelles quand on a des enfants qui commencent à arriver. Donc il y a aussi là, des dispositifs type congé, alors congé maternité existait déjà avant, mais congé paternité, congé parental, etc. pour s'occuper de ses enfants. Et puis il y a aussi d'autres aspirations, donc à mieux articuler l'ensemble de ces vies professionnelles, familiales, personnelles, sociales, etc. Et puis, de plus en plus, nouveau fait de société, c'est la question du vieillissement de la population, c'est la question de la dépendance, et comment on finance cette dépendance, c'est totalement d'actualité. Il y a le sujet des retraites sur lequel je reviendrai plus tard, j'imagine. Donc, bref, un individu, à un moment donné, va aussi avoir des contraintes potentiellement de devoir s'occuper de sa famille, son conjoint, ses parents, qui est en situation de maladie, de handicap, de dépendance, etc. etc. Donc au final, il y a des aspirations, des besoins qui ont évolué et qui sont beaucoup plus individuels. Donc dans l'organisation, à la CFDT, on est parti de ce constat-là, et on a aussi également mené d'ailleurs 2 grandes enquêtes. Une qui s'appelle Parlons Travail, qui a démontré que la question de la durée légale du travail à 35 heures n'était pas la question fondamentale.
C'est-à-dire que ça sert à... Globalement, les répondants nous disent que la question n'est pas de savoir s'il faut l'augmenter, la diminuer, etc. Mais c'est une question de plutôt mieux articuler ces temps et de pouvoir quelque part choisir ces temps. Et il y a une autre enquête qu'on a menée qui s'appelle Par nos retraites, dans laquelle 3 répondants sur 4 nous ont dit « Nous, on préfère avoir du temps tout au long de la vie plutôt que du temps à la fin de la vie, donc qu'ils fassent en gros le SAS avant de partir, de basculer à la retraite. » Donc fort de ces constats-là, de ces évolutions, on est en pleine réflexion, on poursuit notre réflexion sur comment revoir cette notion du temps de travail pour répondre à ces besoins de société et ces besoins individuels. Et on se dit que le temps, maintenant, ne peut plus être résumé à une notion hebdomadaire, mais qu'il faut regarder la question du temps de travail tout au long de la vie, donc pour pouvoir articuler les temps, pour pouvoir répondre aux aspirations, en particulier des travailleurs, et pour pouvoir répondre aux contraintes, que ce soit des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, etc., qui peuvent avoir. Et donc on est en train de réfléchir à ce qu'on a appelé pour l'instant une banque des temps, c'est-à-dire comment à un moment donné on peut organiser son temps et choisir son temps tout au long de la vie, avec la question est-ce que tout le monde peut choisir son temps, et là-dessus on a constaté que ça dépend beaucoup de la manière dont les salariés, enfin ça dépend de la qualité du travail, du contenu du travail. Est-ce que chacun a des possibilités, des marges de manœuvre de pouvoir justement choisir son temps ou pas. En tout cas, la question de notre point de vue, c'est vraiment de réussir à regarder le temps tout au long de la vie et de regarder comment on peut l'organiser au travers de cette banque des temps, qui sera un dispositif universel, qui pourra donc répondre à la fois à des personnes qui sont salariées, mais aussi à tout travailleur, donc que ce soit par exemple des indépendants, des auto-entrepreneurs, parce que là aussi c'est des nouvelles formes d'emploi qui montent et avec des aspirations particulières par rapport à ce temps de travail. Et donc réfléchir à l'ensemble du dispositif. Donc en fait, on est dans un basculement, si on refait référence à l'époque des années 2000, on était surtout sur du collectif et du quantitatif, notamment par rapport à cette question de chômage et comment on partage le temps pour pouvoir partager les emplois. Et là, on voit que dans les choix de société vers lesquels on est amené, on est plutôt sur de l'individualisation, ce qui ne veut pas dire de l'individualisme, mais de l'individualisation dans la question de la gestion des temps, et on est plus sur du qualitatif pour répondre à tous ces besoins et ces aspirations. Merci beaucoup Catherine. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour vous signaler qu'il y a un sondage associé au Quantum d'économie par Opinionway qui avait cette année comme objectif d'essayer de cerner quelle était la façon dont les gens voyaient le futur du travail. Et il y a deux questions qui sont pertinentes pour notre sujet d'aujourd'hui, qui étaient autour de la façon dont les gens voient l'évolution de la durée légale du travail dans le futur. Est-ce qu'ils anticipent qu'elle va plutôt augmenter ou plutôt baisser? Et la façon dont ils voient que le travail la place que le travail va occuper tout au long de leur vie, c'est-à-dire plutôt moins de place, plutôt plus de place. Donc, sans poser la question de savoir quelle variabilité ou comment chacun peut choisir et avoir un temps de travail très variable au cours de sa vie, et pas forcément une période de vie active sur une période de vie inactive, mais des choses qui peuvent mieux prendre en compte, permettre de mieux prendre en compte un certain nombre de choix personnels. Ces deux questions, elles amènent à des réponses qui sont assez intéressantes. D'abord, il y a plutôt, même si c'est mitigé, une anticipation que la durée légale du travail va plutôt augmenter. Il y a aussi l'anticipation que la place du travail dans la vie, en général, va aussi plutôt augmenter. Mais il y a une espèce de fossé générationnel qui s'installe, en particulier sur la durée légale du travail. Ce sont plutôt les plus âgés qui voient que la durée du travail va augmenter, alors que les jeunes anticipent ou imaginent que la durée du travail légale pourrait encore baisser. On parle souvent de la génération Y ou de la génération Z, et
vision particulière, la position particulière qu'elle a au travail. Donc c'est peut-être quelque chose qui se traduit ici. J'espère qu'au moment des questions dans la salle, on pourra explorer ce fossé générationnel. En tout cas, théoriquement, on doit pouvoir le faire si on tient la couleur des cheveux variables sur les différentes têtes que j'ai en face de moi. Voilà. Bruno? Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais aborder plusieurs points. D'abord, peut-être revenir un peu sur ce qu'a dit Pierre Cahuc à propos de son dernier slide entre la France et l'Allemagne. Parce que moi, de toute façon, je voulais parler des Pays-Bas, mais au lieu d'en parler à la fin, je vais en parler au début. Puisque si vous vous souvenez, sur le deuxième slide de Pierre Cahuc, les Pays-Bas sont ceux qui ont le plus vu baisser le temps global travaillé dans le pays. C'est la ligne bleue, si je me souviens bien de la couleur. Par contre, si Pierre avait mis sur son dernier slide le PIB par habitant, ou le revenu disponible des ménages, ou qu'importe, de toute façon, les Pays-Bas auraient été au-dessus et de l'Allemagne et de la France. Donc je pense que des juxtapositions un peu rapides ne racontent pas toute l'histoire. Je pense qu'il faut se rappeler que l'Allemagne aujourd'hui continue d'avoir 20% de ses emplois dans l'industrie manufacturière. Nous, on a divisé par 2 la chose, et que c'est bien là qu'on continue à faire beaucoup de productivité de façon richesse visible. Par exemple, il y a les facteurs démographiques. Quand on divise par le nombre d'habitants, si le nombre d'habitants n'évolue pas de la même façon, on ne va pas avoir forcément le même résultat. Ce qui m'amène à traiter d'un point important, parce qu'on a dit arbitrage entre loisirs et travail, on a oublié quelque chose d'assez important, c'est les autres, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. Et pour beaucoup d'individus, en gros la moitié de l'humanité, traditionnellement les femmes, mais peut-être est-ce de moins en moins le cas, l'arbitrage, il n'est pas entre partir en vacances, aller au cinéma, etc., ou travailler. L'arbitrage, il est entre avoir un emploi rémunéré ou avoir un emploi non rémunéré, une activité non rémunérée à la maison, c'est-à-dire s'occuper des enfants, de son mari et des personnes âgées. Et un des grands changements qui commence en France dans les années 60-70, mais qui marque justement les Pays-Bas dans les années 80-90 et l'ensemble de nos sociétés, c'est l'entrée massive des femmes sur le marché rémunéré du travail rémunéré, et se pose la question de savoir comment on arbitre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et je crois que la question de choisir son temps pose au cœur de la question la répartition, si ce n'est le partage, la répartition des tâches entre le travail à la maison et le travail dans l'entreprise, dans son service. Or, si on ne prend pas à bras-le-corps par de la négociation et par des politiques publiques cette question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, on peut très bien avoir des arbitrages très inégalitaires et en plus inefficaces. Alors inégalitaire, c'est l'arbitrage allemand. Les hommes travaillent à temps plein dans l'industrie manufacturière et les femmes ont été, les femmes en tout cas les moins qualifiées, ont été appelées à travailler dans les services aux autres, dits non qualifiés, dans des mini-jobs et des midi-jobs, pour une très faible rémunération et sans protection sociale. C'est comme ça que c'est le gain de temps de travail qui s'est fait en Allemagne, il a été construit sur cet arbitrage. Et certes, quand on divise par habitant, ça donne une moyenne, mais après, il faut regarder la distribution de cette moyenne, et elle est particulièrement inégalitaire entre les sexes et entre les niveaux de qualification et entre les secteurs. Pourquoi j'avais envie de parler du Pays-Bas? Parce que les Pays-Bas avaient un gros problème qu'ils ont constaté dans les années 80, c'est qu'il très peu de gens travaillaient. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que dans les années 80, 70-80, la solution au chômage aux Pays-Bas, comme en France, comme en Allemagne, comme beaucoup de pays, ça a été de retirer les gens du marché du travail. Donc nous, on a fait des retraites, les Allemands aussi. Les Néerlandais, ce qu'ils ont fait, c'est d'accorder des pensions d'invalidité à beaucoup de gens. Donc on se retrouve au début des années 80 avec un quart de la population active, c'est-à-dire des personnes en âge de travailler, qui ne travaillent pas, mais reçoivent une pension d'invalidité. Ce qui est énorme, évidemment, c'est pas un quart qui sont invalides, mais c'était une façon de lutter contre le chômage. Encore une fois, nous on faisait les retraites, eux ils faisaient la pension invalidité. Et là, il se dit c'est pas tenable, et ça n'est pas non plus ce que souhaite la population, et en particulier la population féminine. Alors, ils vont choisir le modèle du temps partiel pour résoudre le problème des taux d'emploi et pour notamment faire entrer les femmes sur le marché du travail. Et c'est un modèle qui va être extrêmement négocié,
c'est les accords de Wassenaar en 82, mais en fait il va y avoir tout un tas de négociations au cours des années 80-90 qui va amener une situation où vous pouvez avoir cette courbe, c'est-à-dire que globalement les Néerlandais travaillent beaucoup moins, mais restent riches, aussi bien en termes de productivité qu'en termes de redistribution et de protection sociale, parce qu'il y a eu un véritable partage négocié de l'organisation du travail et de la vie familiale. En gros, le modèle, ça a été de dire on va faire en sorte que les gens, il n'y ait pas des gens qui sont d'un côté beaucoup très à temps plein, très intenses, l'hyperproductivité un peu à la française, qui était le résultat des 35 heures, notamment dans l'industrie. Hein, il fallait faire autant avec moins de temps et pour le même salaire, donc presque le citron. Donc c'est pas la solution où il y a des gens d'un côté l'un et de l'autre qui ont du temps partiel à 50%, 40% et non choisi, mais plutôt d'avoir un modèle de temps partiel qui soit aux alentours de 60 à 80%, d'abord pour que la rémunération ne soit pas très faible, et qui soit le plus possible partagé entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'un des modèles, c'est quand on a des enfants, ben, l'homme aussi, il passe à 80%, à 70%, en tout cas quand les enfants sont très petits. Donc c'est un partage des tâches, et pas seulement du travail rémunéré. Donc il y a des négociations, il y a la mise en place de congés parental qui est mis en place de façon à ce que ça soit mieux partagé aux Pays-Bas. Et l'autre chose, c'est aussi tout un tas de législations et de régulations de façon à ce que ceux qui sont à temps partiel, disons celles qui sont à temps partiel, ne souffrent pas de discrimination sur le marché du travail et dans l'entreprise. C'est-à-dire droit absolu à être représenté, même si on est à temps partiel. Donc être élu, même si on est à temps partiel. Droit à la promotion, même si on est à temps partiel. En France, si vous êtes à temps partiel, vous pouvez faire une croix sur la promotion. Il y a ça. Et puis le dernier point, c'est droit à protection sociale. Non pas au prorata de votre temps de travail. L'idée n'est pas, si je travaille à 50%, j'ai une moitié d'allocation chômage ou une moitié de retraite. Non, c'est le plus possible vers du 2/3, voire des droits complets. Par exemple, quand vous êtes à temps partiel aux Pays-Bas, vous gagnez quand même des points et des équivalences pour une retraite quasi complète. Pas de punition au moment de... Et à partir de ce moment-là, vous avez un modèle où effectivement, c'est ce modèle-là, Polder, ça s'appelle, vous voyez une baisse assez considérable du temps global d'un temps de travail, mais pas forcément une montée aussi forte qu'en Allemagne des inégalités entre les genres et entre les secteurs, et pas du tout une baisse de la production et de la richesse. Pourquoi ? Parce que les gens sont incités et les politiques publiques et les politiques industrielles visent à favoriser des secteurs extrêmement productifs et qualifiant du côté du high-tech, des services dynamiques et de qualité. Donc une histoire des Pays-Bas qui nous raconte quelque chose de différent par rapport aux présupposés que l'on a en France. En France, si vous êtes à temps partiel, vous avez forcément un mauvais boulot, une mauvaise rémunération, pas de protection sociale, peu de chances de carrière, etc. Pourquoi ? Parce que vous êtes une femme, vous êtes à 50%, vous êtes plutôt mal rémunéré et sans un certain nombre de droits. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer des Pays-Bas sur, non pas un partage d'un gâteau qui ne grossirait pas, moi je suis vraiment d'accord avec ce que Pierre a dit, c'est pas ça la problématique, mais plus un partage des tâches entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe à la maison, et qui permet du coup de choisir son temps de travail par rapport à aussi les obligations et les plaisirs familiaux mieux partagés entre les hommes et les femmes. Je terminerai, parce que Xavier l'a annoncé, pourquoi c'est important du point de vue de ce que l'on appelle l'investissement social. L'investissement social, c'est une tentative d'avoir une vue sur les politiques sociales qui soit convergente avec les intérêts économiques des individus et de l'ensemble de la nation. On a eu tendance ces dernières années à opposer les politiques sociales et la croissance économique, en disant que le social c'est un coût, que le social ça empêche la croissance, etc. Il y a sûrement des problèmes, mais on peut aussi considérer qu'un certain nombre de politiques sociales permettent aux individus de se développer, d'améliorer leur situation, et notamment parce qu'elles trouvent un emploi et obtiennent un emploi, et puis ça peut aussi être favorable à l'ensemble de la population. Mais quelles sont ces politiques sociales ? Ce sont des politiques sociales qui considèrent qu'aujourd'hui, le problème de la productivité et du chômage, il est lié aux qualifications, aux compétences. Vous le savez, les personnes très qualifiées, celles qu'on forme dans cette magnifique amphi, ne seront pas au chômage. Ou alors, si elles le sont, ça sera 2 mois, 3 mois, ça sera juste frictionnel. En revanche, quelqu'un qui est sorti de l'école sans qualification ou avec très peu de qualification sera au chômage et aura un emploi précaire. Et donc, la question du chômage est, à mon avis,
au moins autant un problème de compétences et de qualification qu'un problème de coût du travail. Et du coup, il y a un investissement massif en termes d'éducation, de formation du capital humain à mener. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de mettre tous les gamins à la crèche, de les faire réussir à l'école et de l'envoyer à l'université. Encore faut-il qu'ils puissent mobiliser leurs compétences. Et en France, et dans pas mal de pays, en Allemagne aussi d'ailleurs, on forme autant les hommes que les femmes, mais si l'on n'apporte pas des structures pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper des handicapés, eh bien les femmes sont appelées à rester à la maison malgré leur qualification. Et donc là, vous avez un blocage et on ne peut pas permettre aux femmes d'avoir les mêmes carrières que les hommes, ce qui est un problème, un manque à gagner, je dirais, pour les femmes elles-mêmes, en termes de revenus comme en termes d'autonomie vis-à-vis de leur mari. Mais c'est aussi un manque à gagner pour l'ensemble de la société. On a investi autant sur les hommes que sur les femmes, mais les femmes vont avoir moins de carrière, moins de revenus, donc moins de contribution à la croissance que les hommes. Et là, de quoi il s'agit ? Il s'agit de crèches, de maisons d'accueil pour les personnes dépendantes ou de services à domicile, mais il s'agit aussi, là encore, de pouvoir concilier le temps passé au travail et le temps passé sur les tâches à la maison. D'où la nécessité d'avoir cette vision sur les moments de vie, à quel moment on a besoin de travailler un petit peu moins pour pouvoir être plus présent à la maison et à quel moment on est plus disponible. Il y a ça, mais il y a aussi l'organisation du travail. Vous n'en avez pas parlé, mais je sais que la CFDT y tient beaucoup. En gros, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, après 17 heures, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de choses comme ça. On rentre à la maison, les hommes comme les femmes, les chefs comme les pas chefs, pour s'occuper des enfants. Alors éventuellement, on peut reprendre la connexion Internet à partir de 21h, 21h30, mais en attendant, à 17h, c'est fini, plus de réunion, on n'est plus obligé. Même chose, si vous allez aux Pays-Bas, vous allez dans les pays nordiques, le déjeuner, c'est 30 minutes, 40 minutes, point barre, on ne va pas au restaurant, etc. Ça se fait sur place, dans une salle tout à fait agréable, fournie par l'entreprise, et là, vous gagnez en productivité phénoménale. Parce que quand vous comparez, parce que là, moi, j'aurais envie de rajouter, bon, il y a la Suède qui est là, vous voyez qu'elle est un peu en dessous, là aussi, d'autres pays. Quand vous allez en Suède, vous avez l'impression qu'ils foutent rien. Enfin, à 17h, c'est fini. La veille des jours fériés, ils prennent une demi-journée, etc. Mais simplement, le midi, ils sont là. Les réunions, elles ne durent pas plus que nécessaire. Donc, il y a aussi une organisation du travail qui nécessite de penser cette conciliation. Le dernier point, c'est ce que l'on sait de pas mal d'études, c'est que plus votre organisation du travail au sein d'un service, au sein d'une entreprise, est conciliable avec votre vie privée et votre vie familiale, plus l'absentéisme diminue et plus la productivité du salarié, parce qu'il est content de venir au travail, parce que ça ne se fait pas dans le dos de ses gamins, etc., plus la productivité augmente. Quand vous comparez les mêmes secteurs, même type d'activité, et une est organisée en tenant compte des contraintes ou des souhaits familiaux et l'autre non, eh bien vous avez une différence de productivité, pas seulement de plaisir au travail, mais de productivité, qui m'amène à dire que pouvoir et permettre de choisir son temps de travail, c'est aussi favorable à l'autonomie, au développement des individus, mais à la productivité globale. Le dernier point que je voulais faire, tu as parlé de la génération Y et Z, c'est juste c'est la fin de mon tunnel, il y a la lumière au bout. Moi, j'ai vu des sondages, des études récentes qui sont assez intéressantes. On a tendance à penser les nouvelles formes d'emploi, notamment sur les plateformes, etc., comme étant des très mauvais emplois, très précaires, très flexibles, etc. Ça n'est pas forcément le point de vue des générations Y ou Z. Pourquoi ? Parce que nous pensons, parce qu'on a des vieux schémas en tête, qu'il faut contraster la sécurité de l'emploi du CDI et l'hyper-précarité de l'emploi des chauffeurs de taxi, enfin des chauffeurs Uber ou des Deliveroo ou des choses comme ça. Simplement, les jeunes, ils savent très bien que pour eux, le CDI ne va plus dire sécurité. Tous les sondages sur aussi comment va se passer l'entrée sur le marché du travail, c'est-à-dire que l'arbitrage, il est beaucoup moins clair. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils vont passer de CDD en CDD, de stage, etc., et que le Graal du CDI avec la sécurité, etc., il s'éloigne. Quitte à devoir être soumis à la subordination, à un certain nombre de contraintes, etc., pourquoi ne pas préférer l'autonomie, le travail indépendant, se mettre à son compte, etc. Et l'arbitrage, il se déplace, non pas parce qu'il y a tout à coup des jeunes qui adorent la flexibilité et qui ont envie d'un marché libéral, mais parce que le monde du travail salarial traditionnel n'est plus aussi stable et sécurisé qu'il a pu l'apparaître autrefois pour les hommes, rappelons-le toujours. Et il n'est pas forcément souhaitable de revenir
à une antienne, une nostalgie d'une sécurité, mais plutôt de se demander comment armer en protection, en négociation, comme je l'ai dit aux Pays-Bas, le nouveau monde du travail plus flexible. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup Bruno. Il y a un certain nombre d'éléments intéressants que je retiens de vos très intéressantes interventions liminaires. Donc, bon, à la fois, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée que choisir son temps de travail, c'est quelque chose d'assez indiscutable, mais ça soulève quand même quelques paradoxes, quelques difficultés. D'abord, choisir son temps de travail, bon, donc on imagine bien tous les bénéfices que ça peut avoir, à la fois les bénéfices individuels en termes effectivement de productivité ou de bien-être, parce qu'on peut adapter ça à son cycle de vie, les bénéfices collectifs et sociaux qu'il peut y avoir. Tu as évoqué la question du partage des tâches et donc de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est évidemment un point essentiel et qui contribue à pouvoir avoir une meilleure participation des femmes à l'activité économique, ce qui est aussi un point important à la fois pour l'activité économique globalement et aussi pour l'autonomisation des individus, quel que soit leur genre. Et dans ce que tu viens de dire aussi, Bruno, sur la question du choix, mais je crois que Catherine et Pierre seraient d'accord, il y a un paradoxe dans le sens où on voit bien qu'on peut aller vers un modèle où on a le choix, mais d'abord, ce choix, il doit être rendu possible. Donc ça veut dire qu'on doit avoir effectivement le moyen de pouvoir tirer des droits qu'on accumule par ailleurs d'une façon ou d'une autre pour pouvoir opérer ces choix intertemporels. C'est-à-dire on ne peut pas simplement reposer sur son épargne pour pouvoir préaccumuler, pour pouvoir réaliser ses choix, d'une part. Et puis d'autre part, l'autre paradoxe, c'est que ces choix doivent quand même être assez sérieusement encadrés. C'est-à-dire que si on ne veut pas reproduire soit des modèles de domination sexuée, soit des situations dans lesquelles les moins qualifiés seraient très défavorisés, il va falloir garantir néanmoins un certain nombre de choses. Et ça peut être assez difficile si on entre dans un modèle d'emploi de plateforme. On a su construire une protection sociale autour de l'entreprise, en faisant de l'entreprise le garant de cette protection sociale. Si l'entreprise disparaît de l'équation, on est un peu désarmé. Bernard Gazier a des solutions. Le livre que tu avais écrit avec lui et avec Hélène Périvier comporte aussi un certain nombre de solutions. Mais on voit quand même qu'il y a un chantier considérable. Pierre, vous voulez rajouter des éléments en réaction à vos deux interventions? Non, juste, effectivement, je suis tout à fait. Enfin, je pense que cette idée très générale, selon laquelle il faut aménager le temps de travail et selon laquelle il faut, d'une certaine manière, optimiser ses choix, elle est quasiment évidente. Et c'est très lié au fait qu'on a plus de temps, effectivement. Donc, on a plus de marge de manœuvre. Donc, il faut essayer de l'utiliser le mieux possible. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet du télétravail et du temps de transport. Puisque finalement, les statistiques sont assez effrayantes. Francilien, ça fait 6h40 en moyenne de transport par semaine. Un Français, 3h30 en moyenne. Donc, c'est du temps. C'est énormément de temps. Les ordonnances Macron ont développé le télétravail, commencé à développer le télétravail. Je pense que c'est effectivement, aujourd'hui, les évolutions technologiques permettent d'économiser énormément de temps sur cette marge. Donc ça aussi, je pense que ça va être un sujet de réflexion important qui va aussi transformer, qui va de pair avec la transformation de la manière dont fonctionne l'entreprise, qui est très lié à des problèmes aussi de confiance entre employeurs et employés, puisqu'on travaille à la maison, on a plus de marge de manœuvre pour organiser son temps, sachant qu'il y a des moyens de contrôle qui sont assez évidents avec l'informatique, mais en tout cas, il y a des transformations assez importantes de la société ici, et je pense que ça doit être des sujets de réflexion qui sont importants, parce qu'on se rend compte qu'il y a un temps consacré, c'est pratiquement une journée de travail par semaine pour un Francilien qui est passé dans les transports, dans des conditions pas toujours très agréables. Donc c'est un point important. Et aussi sur ce choix d'aménagement tout au long de la vie, c'est un sujet qui revient depuis des années, auquel on pense depuis des années. Je pense qu'ici, on est confronté au fait qu'on peut penser à des sortes de comptes personnels dans lesquels on aménage tout au long de sa vie le temps de travail. Ce serait extrêmement bénéfique potentiellement, essentiellement pour les femmes, je pense effectivement, qui sont très contraintes à certains âges de leur vie
par le fait qu'elles sont en charge dans beaucoup de sociétés, même dans les sociétés scandinaves, et pour l'essentiel de l'éducation des enfants. Et ça évoluera de manière de toute façon assez lente. Donc il peut y avoir des arbitrages avec les seniors. Et beaucoup de seniors, ça permettrait de favoriser aussi l'insertion des seniors sur le marché du travail. Le problème ici, c'est de bien encadrer ces choix, parce qu'on sait qu'on est myope face aux choix de très long terme, notamment en ce qui concerne toutes les études sur les retraites montrent qu'on n'anticipe pas assez nos revenus à la retraite. Enfin, on n'épargne pas assez en moyenne pour la retraite. Donc l'enjeu, je pense ici, et je pense que les syndicats ont un rôle important à jouer, c'est de penser des encadrements, des institutions qui permettent d'opérer ces choix de manière éclairée, de manière à pas tomber dans des biais trop myopes qui amèneraient collectivement et individuellement à faire des mauvais choix. Donc je pense que c'est effectivement des priorités auxquelles il faut réfléchir, qui sont des axes très importants pour améliorer la situation des populations les plus concernées par ces problèmes de choix du temps de travail. Juste avant qu'on prenne des questions dans la salle, est-ce que Catherine, vous voulez dire un très rapide mot? Oui, un très rapide mot. C'est que, bien évidemment, il faut s'attaquer à la question, quand je dis la question du travail, c'est la question de l'organisation du travail. Quand je faisais référence aux 35 heures, quand je fais référence aussi, quand je dis choisir son temps de travail, ça veut dire soit choisir son travail, son emploi, on n'est pas tous égaux là-dessus, ou ça veut dire choisir, avoir la possibilité de maîtriser ses temps pour pouvoir les concilier, et ça non plus, ça dépend du travail qu'on a. En tout cas, bien évidemment, à la CFDT, c'est pas nouveau, et on continue à vouloir négocier l'organisation du travail, parce que en négociant l'organisation du travail dans les entreprises, effectivement, c'est le point d'entrée pour réussir à réaliser tout ça, et pour l'instant, on est quand même un peu les seuls, et on n'a pas d'interlocuteur en face. Hein, l'organisation du travail, c'est un truc, c'est chasse gardée du patronat, et pourtant on tambourine depuis très longtemps et on continue. Merci beaucoup Catherine. Alors, je propose qu'on procède par des salves de questions. Donc je vous invite à lever la main. Sinon, je passe la parole à Bruno Palier. Oui, alors on a une main qui s'est levée. Merci beaucoup pour briser la glace. Oui, une main timide. Bonsoir. Je prolonge la problématique qui a été soulevée par Bruno Palier concernant l'autonomie, et je trouvais la question intéressante. Parlant d'autonomie, la réduction du temps de travail a permis à un certain nombre de cadres, dits autonomes, de passer au forfait jour. En disant ça, on se dit, voilà, ils ont plus d'autonomie et ils peuvent mieux organiser leur travail et travailler moins, être plus productifs et, voilà, et profiter de ce dispositif. Or, on observe que depuis la mise en place du forfait jour, eh bien, les cadres travaillent plus, puisque en fait, ils font pas de 35 heures, ils ont des RTT, sur la base de 205 jours par an, pour pouvoir récupérer. Mais en termes d'autonomie, c'est assez paradoxal, puisqu'ils sont autonomes et ils travaillent plus. Donc je voulais avoir votre point de vue là-dessus, s'il y a des études qui ont été réalisées. Et voilà, merci. Oui, c'est une question, je pense, importante. Pierre a évoqué la question du contrôle du travail, mais effectivement, le passage au forfait jour fait passer d'un schéma de contrôle d'une nécessité de moyens à une nécessité de résultats, et donc peut conduire à une intensification du travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame et madame. J'avais une question sur le premier graphe qui nous a été présenté sur l'accroissement, si j'ai bien compris, la croissance de l'emploi. Et alors je me demandais s'il n'y avait pas un effet mécanique sur le fait que, ayant réduit la durée du travail, eh bien, on a, comme le souhaitait la CFDT, augmenté le nombre d'emplois. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de mécanique et donc qui permet toujours de se poser la question de la répartition du travail? C'est une excellente question. Je pense que Pierre va y répondre. On prend la dernière question et puis on fait un paquet de réponses.
bonsoir. Le travail, c'est mon sujet aussi. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le temps de travail et l'organisation du travail par un autre bout? Et s'il fallait décadrer le travail, en réalité, pour le recadrer? Ah, excusez-moi, je n'ai pas du tout compris ce que vous avez dit. Et s'il fallait décadrer le travail pour le décadrer? Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on pense le temps de travail par le prisme du cadre, des normes, enfin, on l'organise. Mais peut-être qu'on l'organise un peu trop et que si jamais on le laissait respirer et qu'on laissait les gens s'organiser d'une manière intelligente, de manière raisonnable, naturellement, les choses, elles se passeraient bien. C'est peut-être une utopie, hein, mais voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce que vous... Je n'ai pas vu. Oui, madame, merci. Question très simple. Lorsque vous parlez du nombre croissant d'emplois, parlez-vous d'emplois à temps plein ou d'emplois à temps partiel? Parce que les emplois à temps partiel, depuis quelques années, semblent exploser. Ok, merci. Est-ce qu'on commence par ces questions sur l'emploi et la durée du travail et ton graphique? Ouais. Allons-y. Juste sur la durée du travail. La durée du travail a baissé, mais pas pour des raisons légales dans la plupart des pays. Dans la plupart des pays, sur cette période, la durée du travail légale est restée constante. La France est un peu une exception de ce point de vue. Donc, effectivement, on voit la durée du travail baisser, mais c'est un choix des individus, et aussi des individus qui travaillent à temps plein. C'est quelque chose qu'on voit. Et on voit le fait qu'il y a de plus en plus d'emplois. Donc, effectivement, il y a une corrélation entre les deux, mais ça ne peut pas dire que c'est parce qu'on a baissé la durée du travail qu'il y a plus d'emplois. C'est une codétermination entre ces variables. D'accord ? Donc, la productivité a augmenté. La raison essentielle, en fait, pour laquelle il y a plus d'emplois sur ces périodes, dans ces pays, c'est parce qu'on a augmenté le taux d'emploi des seniors. D'accord ? C'est la raison essentielle pour laquelle l'emploi augmente. Si on avait regardé ce qui se passait à partir des années 70, on a plutôt une baisse des taux d'emploi, parce que dans les années 70, quand il y a, dans ces pays, c'est des pays plutôt riches ici, quand il y a eu le choc pétrolier, la première réaction, ça a été de diminuer le taux d'emploi des seniors pour essayer de partager le travail. Et on s'est rendu compte après que ce genre de politique n'était pas forcément le plus efficace. Donc il y a eu un renversement de la logique à partir des années 90 dans la plupart des pays. On a réaugmenté le taux d'emploi des seniors, aussi parce qu'il y avait le vieillissement de la population et les régimes de retraite commençaient à être en tension de manière financièrement. Donc voilà, c'est un peu la manière dont on peut décrire la raison pour laquelle il y a l'augmentation des taux d'emploi, mais ce n'est pas lié au fait qu'il y a une baisse légale de l'ère du travail dans l'ensemble de ces pays. Sur les emplois à temps partiel, il est vrai que très souvent, les emplois à temps partiel ont beaucoup augmenté sur cette période. Simplement, je rejoins ce que disait Bruno, c'est le choix du travail, le temps partiel, c'est aussi un choix, notamment, c'est aussi un choix. Alors, il y a un chiffre qui me fascine, c'est que en France, effectivement, il y a beaucoup de temps partiel subi. Quand on regarde, donc il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent à temps plein. Et dans l'enquête emploi, on pose des questions sur le fait de savoir aux personnes qui travaillent à temps plein, est-ce que vous voudriez travailler plus? Quand on regarde en volume, quand il y a beaucoup de personnes qui travaillent à temps plein, le volume de personnes qui travaillent à temps plein et qui voudraient travailler plus, pour gagner plus entre guillemets, eh bien, est plus important que le volume total des personnes qui sont à temps partiel et qui voudraient travailler plus. En d'autres termes, il y a plus de personnes contraintes à temps plein et qui voudraient travailler plus que de personnes à temps partiel et qui voudraient travailler plus. Donc tout ça, évidemment, les choix sont contraints dans tous les sens. Il y a des personnes qui sont contraintes dans tous les sens, mais il faut comprendre aussi le fait que le temps partiel, c'est aussi un choix qu'il faut permettre. Et en Allemagne, l'entrée des femmes sur le marché du travail, de seniors aussi, s'est fait beaucoup avec le fait que les seniors soient restés sur le marché du travail, s'est fait aussi grâce au développement à temps partiel, aussi notamment pour les jeunes. Et donc, c'est un espace de choix, on ne reste pas toute sa vie à temps partiel, on bouge. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de temps partiel dans ces emplois, mais ça reflète aussi des phénomènes d'offres de travail, de choix. Il n'y a pas que du temps partiel subi. Les personnes qui sont à temps partiel, en moyenne, il y a beaucoup plus de personnes en temps partiel qui conçoivent que c'est non subi plutôt que subi. Ok, donc tu minimises quand même la notion de
le temps partiel subi le temps partiel subi est un fait. Le temps plein subi aussi est un fait aussi. Donc il y a aussi des personnes à temps plein qui voudraient travailler moins. Regardez ces chiffres dans le quête emploi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses subies. On se focalise sur le fait que le temps partiel est subi. Il y a aussi du temps plein subi. Donc voilà. Donc si on regarde l'ensemble des chiffres, on se rend compte que la majorité des personnes qui travaillent à temps partiel, eh bien, souhaitent travailler à temps partiel, peut-être pas toute leur vie, c'est des moments dans la vie, et il faut aménager ces possibilités de passage entre emplois, mais il n'y a pas que du temps partiel subi. Le temps partiel n'est pas nécessairement un mauvais emploi, et il faut continuer à essayer de développer ces emplois dans des bonnes conditions. Ok. Catherine ? Oui, je vais réagir sur la question du temps partiel. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que nous, on n'a pas forcément tout à fait la même vision, parce qu'on constate quand même que les temps partiels, malheureusement, sont plutôt subis, sont d'ailleurs plutôt dans un certain nombre de secteurs d'activité. Ça concerne principalement les populations féminines, les moins bien qualifiées, les moins bien rémunérées, etc. Et en tout cas, quand on leur demande, elles préféraient largement avoir non seulement un autre travail et pouvoir élargir leur temps de travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temps partiels qui sont choisis. Hein. Mais globalement, quand même, nous, ce qu'on voit, c'est que ces temps partiels sont quand même globalement subis. Mais tout ça, alors, ça renvoie aussi à la question de si on laissait les gens s'organiser, est-ce que ça irait pas mieux ? C'est qu'à un moment donné, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle de l'organisation du travail dans les boîtes ? Et c'est justement ça qu'on n'arrive pas à faire, et c'est aussi justement ça qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à regarder en fin de carrière comment on peut mieux aménager les temps, parce qu'il y a aussi des salariés qui aimeraient bien partir en sifflet, pouvoir être tuteur, transférer leurs compétences, etc. dans les entreprises. Donc toute cette logique de regarder l'aménagement du temps de travail dans lequel les temps partiels ont toute leur place, sans dire que les temps partiels sont des mauvais emplois, etc., parce que c'est pas du tout l'objet. Pour réussir à faire ça, ça nécessite de réussir à parler de l'organisation du travail, et pour parler de l'organisation du travail, il faut réussir à en parler avec les travailleurs eux-mêmes. Donc ça rejoint la question que vous posiez, mais pourquoi est-ce que si tout le monde s'organisait, enfin si on laissait les gens s'organiser, est-ce que ça serait pas plus simple ? Oui, ça serait plus simple, sachant que l'idée, c'est pas non plus que tout le monde s'organise comme il le souhaite, parce qu'il y a un moment donné... Voilà, donc c'est ça. Ça renvoie à l'intelligence collective, en fait, des collectifs de travail, et c'est bien pour ça que nous, quand on dit on revendique de discuter du travail, de négocier sur l'organisation du travail, ça passe en particulier par ce qu'on appelle les espaces d'expression sur le travail, où les travailleurs peuvent parler de leur travail, de leurs contraintes, de la manière dont ils pourraient mieux l'aménager, et dont, in fine, ça serait bénéfique à tout le monde, y compris à l'entreprise, et y compris sur le bien-être en entreprise, la réduction de l'absentéisme, etc., etc. Après, c'est un cercle vertueux. Donc oui, négocier l'organisation du travail et parler du travail pour faire jouer l'intelligence collective, et in fine, ça serait bénéfique à tout le monde, y compris au compte public. Ok, Bruno. Oui, moi, je voudrais revenir sur un peu la question de l'organisation du travail. Et à partir de la question que vous posiez sur les cadres, je crois, quand vous regardez les comparaisons internationales sur la façon dont le travail peut être organisé, il y a les travaux de Ben-Åke Lundvall et Edward Lorenz, qui est en France, au CEREC, et Lundvall, il est au Danemark, qui font une typologie. Ils disent qu'il y a 4 façons d'organiser le travail par les entreprises. Donc l'organisation traditionnelle, qui disparaît peu à peu de nos entreprises, le taylorisme, vous connaissez tous, travail à la chaîne organisé scientifiquement. Et puis il y a le lean management, donc vous savez, c'est autonomie des équipes, on fixe des objectifs et débrouillez-vous pour les atteindre. Et en France, on s'est arrêté là. En gros, en France, on s'est arrêté là, on a dit, inspirons-nous des Japonais,
vient du Japon. Donc il y a une certaine autonomie, on laisse les équipes s'organiser. Je regardais leurs critères, quand ils font les comparaisons, ils regardent justement l'autonomie des équipes, etc. Dans le Lean, on les laisse simplement, on leur donne des objectifs. Et on peut très bien leur donner des objectifs comme à Orange qui ne sont pas atteignables. C'est une forme de management par la pressurisation avec les conséquences que l'on connaît. Mais ce qui est intéressant dans cette typologie, c'est qu'il y a un monde qu'on connaît très très peu en France qui s'appelle le discretionary learning, qui laisse à la fois beaucoup de discrétion aux équipes pour s'organiser, pour se définir, mais aussi pour prendre des décisions, pour apprendre, et qui surtout est fondé sur l'horizontalité plutôt que la verticalité. C'est-à-dire qu'il y a l'opportunité d'apprendre pour l'ensemble des salariés, y compris des managers, à partir de l'expérience et de l'ajustement. Donc il y a tout un tas de critères, notamment sur arrêter d'évaluer, là encore en top-down, mais une auto-évaluation, une évaluation aussi réciproque, mais aussi des moments et des sessions d'apprentissage pour faire remonter ce que l'on apprend sur le terrain, dans l'atelier, comme l'expérience. Et ce qui m'étonne toujours, c'est pour avoir fréquenté employeurs et salariés au Conseil économique et social, c'est que cette forme d'organisation qui est prédominante dans les entreprises high-tech, dans un certain nombre de pays, encore une fois, la Scandinavie, les Pays-Bas, mais aussi en Californie, est quasiment inconnue en France. Alors que c'est des typologies assez connues, on sait comment faire. Et elle est aussi inconnue parce qu'elle est un petit peu choquante pour une culture très verticale qui caractérise pas seulement l'État, mais aussi les entreprises dans notre pays, quoi. Et donc on a du mal à avancer par rapport à ça. Et ça, c'est ni l'État ni les salariés tout seuls, c'est aussi d'abord, je crois, diffuser du savoir, mieux connaître comment ça peut se passer ailleurs, et puis après, essayer de diffuser, de partager la chose. Et là, c'est pas des négociations nationales. Je pense que c'est dans les écoles de management, ici à Sciences Po, à apprendre ce genre de choses et puis le diffuser auprès des RH, des managers comme des salariés. Mais là, chaque salarié joue un rôle tout à fait fondamental dans l'apprentissage global de l'entreprise. C'est ce que nous montrent ces travaux-là. Et donc, si je comprends bien ta réponse, en fait, la réponse que tu fais à madame sur décadrer le travail, c'est de dire, en fait, décadrer dans le sens où il serait moins vertical dans son cadre, oui, mais néanmoins, il faut quand même qu'il y ait ce... Il y a des formes d'organisation. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait quand même... C'est pas l'anarchie, c'est pas... Oui, non, oui, non, mais... Surtout, une des caractéristiques, parce que vous avez dit tout à l'heure... Prenez le micro si vous pouvez, ça aidera à... Il arrive. Un peu de patience. Je vais meubler pendant ce temps-là. Merci. Je disais, moi, je manque pas d'idées, c'est mon travail. Donc, moi, j'invente justement des modèles d'organisation. En revanche, je trouve que le débat est en réalité très fermé. Et moi, c'est vrai que quand j'entends parler de temps de travail, ça me fait réagir parce que moi, j'ai mon entreprise désormais, mais avant, quand j'étais salarié, mon temps de travail illégal n'a jamais été respecté. Enfin, soyons sérieux. Et qu'est-ce que vous voulez dire à votre management quand vous êtes cadre supérieur et qui vous fait travailler 50 ou 80 heures parce que... Ben voilà, quand vous avez des clients qui attendent beaucoup de vous, mais que vous n'avez pas les moyens, en réalité, au sein de l'entreprise, il faut bien compenser. Sinon, vous perdez vos clients, vous n'avez pas envie de perdre vos clients, donc vous compensez. C'est un cercle vicieux. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la question du temps de travail, à quel point, en réalité, sans se mentir, elle est respectée. Mais sans se mentir, et je pense que la réflexion que faisait monsieur sur l'effet intensification du travail avec le passage au forfait, en fait, ce que ça montre, et je pense que c'est un petit peu impliqué aussi par ce que vient de dire Bruno ou Catherine, ce que ça montre, c'est que probablement, si on va dans un schéma finalement plus souple et plus flexible en termes d'organisation du temps de travail, ce que vous évoquez, ça veut dire aussi qu'il va falloir engager la responsabilité de l'employeur sur un certain nombre d'autres critères, comme par exemple la pénibilité du travail, le stress dans le travail, les objectifs qui ne sont pas atteignables et qui sont une forme de harcèlement, et qu'il y a une responsabilité de l'employeur, et que si jamais on n'a pas cette responsabilité, ben, on perd ce qu'on avait dans l'ancien monde, celui où on contrôlait votre temps et où vous pouviez dire, ben, voilà, après 8 heures, on arrête de m'embêter, donc je peux vivre ma vie. Si là, on me laisse libre de ces 8 heures et qu'on laisse mon employeur libre de ces 8 heures, ce qui pourra procurer beaucoup d'avantages en termes d'efficacité, en termes de flexibilité, ça veut dire qu'il y a des nouvelles responsabilités probablement qui doivent être associées à ça. Sinon, on va avoir un système qui peut se faire au détriment. Le cadre bouge. Voilà. Sans doute. C'est pas grave. C'est jamais grave, mais ça peut être compliqué. Non, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Quand on voit ce qui s'est passé à Orange sur le changement de management, là, c'est grave. Donc, c'est pas le modèle qu'on veut, mais c'est quand même les choses qui se passent dans le monde dans lequel on vit. En tout cas, merci pour cette question et ce débat. On prend tout de suite une... Oui, je trouve très intéressant le débat avec les questions-réponses, mais je suis étonnée que, pour l'instant, nous n'ayons pas vu apparaître que le contrat de travail est quand même essentiellement défini par le lien de subordination, ce qui fait qu'effectivement, l'organisation autonome, etc., vue d'une certaine façon, c'est un peu un gadget dans la mesure où l'employeur a le pouvoir, le lien de subordination cadre et peut décadrer par la lutte ou la négociation qui peut effectivement ouvrir et permettre d'établir de nouveaux critères, de nouveaux paramètres. Mais enfin, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous avez, vous, des études qui mettent ce lien de subordination en corrélation avec tout ce qui a été évoqué d'organisation, de temps de travail, de liberté, etc. Bonsoir, merci à vous. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des informations sur les entreprises libérées et effectivement comment l'organisation de ces entreprises peut encore être diffusée dans notre monde du travail, en fait. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus responsabilisant pour tous les employés, qu'ils soient cadres, agents de maîtrise ou simples employés. Donc, les entreprises libérées. Oui. D'accord. Je ne vois pas de main qui se lève, et donc je vais... Ah, pardon. Je ne les vois pas parce que ma vision latérale est mauvaise. Je ne regarde pas dans le bon sens. Mais heureusement... Surtout sur ta gauche. Oui, moi j'ai sur ma gauche. D'abord, on n'a pas beaucoup abordé parce depuis l'an 2000, il y a des évolutions technologiques et ces dernières années s'accélèrent. Et donc, quel impact des évolutions technologiques considérables qu'on vit en ce moment même de façon exponentielle sur notre thème? C'est un premier point qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment abordé. Et puis, c'est vrai que alors c'est la tradition depuis longtemps et ça a été accentué par justement la réduction du temps de travail. Le travail est mesuré par le temps. Alors le temps, mais en réalité, donc il y a aussi du présentéisme, il y a du travail effectif intense. Il y a une augmentation des temps, etc. Mais enfin, finalement, c'est comment mesurer le travail, pas seulement forcément par le temps. Donc, ça peut aussi permettre de décadrer, pour reprendre le terme qui a été utilisé. Et justement, pour tenter ça, est-ce qu'il ne faut pas alors aller sur un thème que je trouve intéressant, en tout cas, celui de l'analyse du travail, c'est-à-dire finalement... qu'est-ce que, dans un emploi, qu'est-ce qui est travail, quelles sont les interactions avec les acteurs, quels sont les livrables, quelles sont justement les contraintes en termes de temps, au contraire les libertés qu'offre tel ou tel emploi, et tâche par tâche, pour justement permettre comme c'était le vœu de l'un d'entre vous, justement de parler du travail et de l'organisation du travail dans les unités et au plus proche d'ailleurs du terrain, parce que c'est aussi là que justement on le connaît le mieux. Oui, merci. Merci. Et je pense qu'effectivement, il y a cette idée que le temps de travail est un des mesurables de la révolution industrielle, et qu'en fait le lien de subordination il s'est beaucoup organisé autour du temps de travail, et donc effectivement on reste marqué par cet héritage là, et peut-être qu'il y a une forme d'obsolescence sur cette notion, mais le fait qu'il y ait une obsolescence sur cette notion, ça nous permet de comprendre ce qu'on perd mais pas forcément ce vers quoi on va. Catherine.
Oui, je vais réagir rapidement sur certains trucs. Sur la question du lien de subordination, on a effectivement un lien de subordination juridique actuellement avec le contrat de travail, mais je pense que mes camarades de jeu peut-être en parleront. Mais on passe maintenant, avec les nouvelles formes d'emploi, les plateformes, etc., à un lien de subordination qui est économique et commercial. Et en fait, il n'y a pas, si on prend les Deliveroo, les Uber, etc., il n'y a pas de contrat de travail. Et pourtant, en gros, c'est un algorithme qui, derrière, devient le patron et qu'il y a un lien de subordination qui change de nature et qui existe. Donc, le lien de subordination, je pense qu'il ne faut pas le voir que sur la question juridique. Sur la question des entreprises libérées, donc qui, en fait... dont l'objet est de réduire la relation hiérarchique, les niveaux hiérarchiques, donner plus d'autonomie, etc. etc. Là encore, c'est comme le lean management, il y a la philosophie première qui peut être très intéressante, etc. Et il y a la manière dont c'est appliqué en France. Et manque de peau, une fois de plus, j'aurais envie de dire, en France, les entreprises libérées, on a enlevé totalement, enfin, en tout cas, là encore, dans les retours que nous, on peut avoir, quand on a des militants qui vivent la mise en place des entreprises libérées, ils nous disent, au final, on n'a plus de managers, on n'a plus de cadres, etc. Donc, il n'y a plus personne pour organiser le travail. Et la question, c'est qu'à un moment donné, ils ont de l'autonomie, mais parfois, ils en ont trop. Et la question de l'autonomie, il faut avoir la juste autonomie dans le travail. Donc, ça dépend des emplois, des métiers, ça dépend des secteurs d'activité, etc. Et ça dépend de l'individu. La relation à l'autonomie, elle est très subjective. Et la problématique de l'entreprise libérée, là encore, ce qu'on en voit, c'est que parfois, il y a tellement d'autonomie que les individus, les collectifs de travail ne s'y retrouvent pas et que dans certains cas, on arrive aux mêmes conclusions que le lean management, c'est-à-dire une intensification du travail, c'est-à-dire la perte de repères, la perte de sens, et qu'on s'y retrouve pas plus. Et puis dernier élément, sur la question du travail qui évalue au travers du temps, etc. Là encore, nous, ce qu'on revendique quand on dit il faut négocier l'organisation du travail, il faut discuter du travail, c'est qu'il faut discuter de la qualité du travail. Et derrière cette notion de qualité du travail, il n'y a pas que la question du temps, il y a aussi d'autres éléments, mais qui sortent de la façon dont, en France, on évalue la question de la performance derrière. C'est le lien entre travail et performance. Et on la voit encore, cette question de performance, que sous des aspects très quantitatifs, financiers, etc., en oubliant qu'il y a aussi des aspects beaucoup plus qualitatifs qui ne rentrent pas forcément dans des tableaux de bord et des tableurs Excel, mais qui doivent être pris en compte si on veut parler à un moment donné de manière pertinente et intelligente autour du travail et du temps de travail. Oui, puis il y a le glissement de la négociation entre les partenaires sociaux vers la judiciarisation en fait de ces questions-là. Parce que quand on en est à la question de l'évaluation de la performance et d'opposabilité de cela, de la question d'objectifs qui ne sont pas tenables, ça va demander des arbitres et on n'a pas aujourd'hui, en tout cas dans un pays comme la France, nécessairement l'infrastructure pour arbitrer ces questions-là. Donc c'est pas simplement une question de changer les modes de négociation à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi réfléchir aux façons dont ces modes d'organisation se résolvent quand il y a des conflits. Et éventuellement des conflits qui peuvent être de nature complètement différente, c'est-à-dire ne pas être des conflits collectifs, mais des conflits très individuels et beaucoup plus complexes à résoudre. Alors, juste pour finir là-dessus, je pense effectivement on assiste à une sorte de judiciarisation croissante dans les relations de travail, parce que de notre point de vue, on ne discute pas assez du travail. Et que justement, à un moment donné, parce qu'on ne délibère pas sur le travail, eh bien, il faut, je veux dire, que les énergies se mettent quand même en place. Et puis, manque de peau, ça passe par le juridique et par une judiciarisation qui ne devrait pas avoir lieu. Il y a des controverses sur le travail qui, parce qu'elles ne sont pas menées au plus près dans les entreprises, finissent au tribunal, tout à fait. Bruno ? Oui, sur le point sur la subordination, donc je voudrais évidemment faire
référence à Alain Supiot, le grand juriste du travail, qui montre qu'il n'y a pas que la subordination dans l'histoire du contrat de travail, c'est un échange. J'accepte la subordination en échange de la sécurité. C'est ça, en gros, le contrat, en tout cas tel qu'analysé par Alain Supiot. Et c'est à cela, c'est à l'érosion de la dimension sécurité que je faisais référence en disant, même si je signe un CDI, je perds un certain nombre de garanties et de croyances dans la sécurité que je pouvais espérer avoir. Et du coup, je me pose des questions sur la subordination. Et je préfère peut-être avoir plus d'autonomie parce que de toute façon, je n'ai pas ce que je suis censé avoir en échange, à savoir la sécurité du revenu et de l'emploi. Donc c'est ce couple-là qui est beaucoup remis en question dans les évolutions du travail et pas seulement par les statuts. Dire que si on regarde que les statuts, on a encore une très très grosse majorité de gens sur le marché du travail qui sont en CDI et pas tant que ça, même si ça monte, qui sont en CDD et pour le temps partiel c'est pareil, on reste sur un tiers, ça bouge pas beaucoup. Mais par contre, si on regarde la nature des CDD, on est des contrats de plus en plus courts. Si on regarde même la nature du CDI, Bernard Gazier l'a très bien montré, il y a deux branches, il y a des CDI très très longs et puis des CDI assez courts en fait. Donc en fait, il faut dépasser un peu les statuts et ne pas oublier qu'il y avait un échange et que cet échange, il est de moins en moins vrai. Moi, je voudrais rebondir sur le dernier point que vous avez fait, moins sur les évolutions technologiques. Je vous renvoie à une autre table que j'avais organisée sur la polarisation du travail, etc., liée aux évolutions technologiques. Mais je pense que beaucoup des graphes de Pierre montrent bien que ça fait 30 ans qu'on est en pleine révolution technologique et ça ne veut pas dire pour autant disparition des emplois, c'est plutôt transformation. On a eu des peurs autour de la locomotive ou d'autres choses avant et voilà, je ne suis pas un technophile, mais l'idée que 50% des emplois vont disparaître et qu'il n'y aura plus de travail, c'est plutôt qu'il va y avoir des changements profonds dans l'organisation du travail, dans les tâches, dans la répartition des tâches entre les hommes et les machines, plutôt que de dire que c'est la fin du travail. En revanche, je voudrais insister sur votre approche, sur le point quantitatif que vous avez souligné. Non seulement on mesure le travail au temps qu'on y passe, mais surtout on continue d'avoir une conception de la productivité qui reste extrêmement vieille, marquée par l'industrie manufacturière d'il y a très très longtemps, c'est-à-dire combien tu fais de choses en une heure. Et c'est en gros la définition basique de la productivité. Or, voilà, il faut rappeler que 80% des emplois se font dans les secteurs des services, et la question des services, c'est pas forcément combien tu as rendu de services en une heure, mais c'est plutôt est-ce que ton client il est content. Donc il y a la question de la qualité. On a déjà parlé, qui est tout à fait essentiel. Et on a les plus grandes difficultés à changer de paradigme pour se dire que la productivité aujourd'hui, elle devrait plutôt s'approcher à travers la qualité du service rendu, l'expérience client, un certain nombre de choses comme ça, et on ne sait pas bien mesurer cela. Or, pour revenir sur les transformations technologiques, n'oublions pas que les modèles d'affaires de grandes plateformes comme Amazon ou Uber sont construits sur une mesure partielle, critiquable, mais une mesure de la qualité. Les étoiles, les commentaires, les choses comme ça. Et d'une certaine façon, les chauffeurs Uber sont licenciés à la qualité. S'ils ne sont pas payés à la qualité, en tout cas en dessous de 4,5 étoiles, c'est dehors. En tout cas, ils sont débranchés pendant un certain temps. Et donc, vous voyez que leur façon de mesurer la qualité devient essentielle dans le mode, dans les recrutements, les promotions, les licenciements, si ce n'est les rémunérations. Et ça, c'est quelque chose, moi je dirais une révolution que les économistes, les sociologues et autres du travail devraient arriver à faire eux-mêmes, c'est d'intégrer la question de la qualité dans la mesure de la productivité et dans la compréhension des modèles d'affaires d'une économie de service qui n'est plus l'économie taylorienne industrielle des années 50. Oui, et puis il y a encore là des perspectives assez vertigineuses parce que c'est des mesures individuelles de la qualité. Tout à fait. Donc on sort aussi du modèle collectif qui était aussi quand même malgré tout le modèle de l'industrie manufacturière. Donc c'est combien tu peux fabriquer, mais combien tu fabriques dans ton équipe, sur ta chaîne. Et là on passe à un modèle individuel. Bon, malheureusement, je ne sais pas si on sait mesurer le temps de travail, mais nous on a un temps limité de présence dans cet amphi. Donc, il va falloir que, malgré le choix qui nous est contraint et que donc on subit, arrêter cette session. Je remercie très chaleureusement, évidemment, les intervenants à cette table, mais aussi vous tous. Je vous remercie pour la qualité de vos remarques et de vos questions. Et il y a une session qui suit, qui est organisée par l'Association du débat économique de Sciences Po,
sur peut-on vivre de son travail, peut-on bien vivre pardon, de son travail. Et donc, je vous invite à, après une courte pause, 10 minutes de pause, assister à cette session qui promet d'être aussi très intéressante. Merci beaucoup. Merci.